Le tirage au sort, Eric, ça aurait pu être plus compliqué pour les Bleus. Oui, alors c'est toujours un moment important parce qu'on va dire c'est le début véritablement de la Coupe du Monde et tout le monde attend ça plus pour la cérémonie et pour toutes les prévisions qu'on peut faire derrière qu'autre chose parce que si on regarde bien, alors après on parlera du Portugal parce que par contre ils n'ont pas eu de chance, mais si on regarde bien quand tu es dans le premier chapeau, ben, généralement, tu as un groupe relativement facile, en tout cas abordable, et encore plus quand tu fais partie des favoris. Voilà, alors là, on va dire que le tirage est clément, et surtout, il ne faut pas regarder que le tirage, il faut regarder l'ordre des matchs, et même le calendrier des matchs de poule est intéressant pour l'équipe de France, donc on va dire tous les feux sont ouverts. Par rapport à 2002 et 2010, c'est pas la poule qui nous met dedans, puisque les poules étaient faciles, notamment en 2010. On se souvient tous des phrases au moment du tirage au sort. C'est surtout que... Le jackpot. Voilà, Gilbert, si tu écoutes là-haut. Non, c'est surtout qu'on a eu tout faux. Il y avait des problèmes internes, il y a eu conflit de génération, il y a eu tout ce qu'on sait, alors que là, Didier, on va dire, il a tout blindé, quoi. Voilà, son groupe ne marche au pas, il est en train d'intégrer la nouvelle génération sans problème. Donc tous ces petits problèmes en dehors du terrain, on ne les aura pas. Donc c'est pour ça qu'on essaie de se faire peur, mais c'est difficile, quoi. Je ne suis pas arrivé encore depuis hier. Jeannot, le Danemark, on connaît un peu, l'Australie et le Pérou, beaucoup moins. Ouais. Alors, je prends ma petite fiche. L'Australie, aujourd'hui, ils sont orphelins de sélectionneurs, on le rappelle, puisque Postecoglou, le sélectionneur, a démissionné la semaine dernière, donc ils sont à la recherche d'un sélectionneur. Beaucoup de noms ont été cités, il y a eu Bielsa, il y a eu Laurent Blanc aussi, mais apparemment, c'est l'entraîneur de Sydney qui tiendrait l'accord, donc ça, on aura une réponse dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais bon, t'attaques la préparation de la compétition sans sélectionneur. Leur meilleure performance, c'était en 2006, avec Gus Hiddink, ils étaient allés en huitième de finale face à la France. 4 matchs, 3 victoires des Bleus, 1 défaite. C'était en Coupe des Confédérations en 2001. Coupe des Confédérations que la France avait gagné en battant le Japon en finale à Yokohama. Défaite sur le score de 1-0. Ils ont quand même participé à 20 matchs. 20 matchs pour arriver à la Coupe du Monde, dont 2 barrages. 3 tours et 2 barrages. Ouais. Barrage Asie contre la Syrie, pas évident. Ils sont pas là par hasard. Voilà, et barrage contre l'Honduras. Alors ils sont pas là par hasard, mais ils ont quand même un petit peu galéré pour y arriver. Donc voilà, ça c'est juste la petite parenthèse. Après, le Pérou, c'est juste une équipe que la France a rencontrée en 1982. C'est loin, c'est très loin. C'était au mois d'avril, avant le départ pour Séville. Une défaite 1-0 au Parc des Princes. Une équipe qui est allée en quart de finale en 70. Ça fait 36 ans qu'ils attendent de retourner en Coupe du Monde. Une seule opposition, je vous l'ai dit. Barrage océanique contre la Nouvelle-Zélande, avec quand même quelques difficultés. Mais c'est une équipe vieillissante. On parle de Farfan ou de Guerreiro, par exemple, ancien attaquant de Schalke et du Bayern. Guerreiro qui en ce moment est suspendu pour avoir refusé un contrôle antidopage. On le soupçonne d'avoir pris de la cocaïne. Il aura une réponse le 4 décembre prochain, tout va bien pour lui. Et enfin, le Danemark, c'est 3 fois l'Euro, c'est 2 fois la Coupe du Monde. Il y a eu des défaites en 92 où les Danois ont été champions d'Europe, ils avaient surpris tout le monde. En 2002, le fameux 2002 où il fallait battre le Danemark 2-0 et finalement on a perdu 2-0. C'est une équipe qu'on a battue quand même récemment, en 2015, à 2 reprises. Et alors certes, ils sont invaincus depuis 1 an, ils ont changé de sélectionneur, ils ont pris un Norvégien. C'est une équipe avec une nouvelle génération, mais qui est à la hauteur de l'équipe de France. Eric, est-ce que vous êtes inquiet pour l'AS Monaco ? Ouais, après, dans ce championnat, tout va très vite. Mais il n'empêche que là où on peut être inquiet pour l'AS Monaco, c'est que cette équipe-là, qui avait beaucoup d'ambition au début du championnat, qui a gardé certains joueurs qui avaient des propositions et qui, du coup, sont un petit peu moins bien moralement, ça peut vite aller mal là-bas, parce que d'abord, il n'y a pas une grosse pression externe au club. Et ensuite, les joueurs qui sont restés pour espérer retrouver un gros club l'année prochaine avaient besoin d'échéances importantes, notamment en Ligue des Champions. Et les Falcao, les Fabinho, les Lemar, qu'est-ce qui va se passer si il n'y a plus de Ligue des Champions, ça on le sait déjà, et s'il n'y a plus le titre en jeu? Est-ce que ces joueurs-là vont pas être, notamment pour les Français, focalisés sur la Coupe du Monde et penser plus à leur cas personnel qu'à l'équipe? Et c'est en ce sens que je suis inquiet pour l'AS Monaco. Après, quand on regarde l'effectif, normalement ils doivent batailler pour cette fameuse 2e place jusqu'au bout. Mais attention, Monaco c'est un contexte particulier où ça peut vite tomber dans la routine
et l'effervescence qu'il y a eu l'an dernier pour le titre qui les a portés là-haut avec cette pression un peu moindre peut être vite néfaste à l'inverse. Donc il faut se méfier juste à ce niveau-là. Après, dans l'effectif, ils peuvent prétendre à cette deuxième place jusqu'au bout, c'est clair.